Bonjour tout le monde. On attend juste l'arrivée de notre invité, c'est Khalid. ونبداو la conférence إن شاء الله. سلام حاجبة، سلام سي يوسف.
سي بن غانم. سي بن غانم. C'est bon là? C'est bon maintenant. Ah, très bien, merci. مرحبا سي خالد. Merci beaucoup, Sidi. Donc, مرحبا بك في الجروب ديال NSM Alumni. Les gens qui vont nous suivre maintenant, ce sont des élèves ingénieurs les années dernières d'IALOM, en plus de quelques lauréats. L'objectif أن نستافدوا شويه من الاكسبيريونس ديالك. قبل ما تكونيكتا راه درت ان ابيرسو سور لو باركور تبارك الله صار من المشرف ديال السي خالد. سنه ديكسبيريونس في الدومين، اكسبيريونس ناسيونال et internationale, multi-secteur, présidence ديال deux prestigieuses associations des ressources humaines. Avec tout ça, il y a de quoi alimenter l'imagination et les attentes et les aspirations de nos futurs ingénieurs. Donc, المناسبة شرط كما كيقولوا احنا في اطار الازمه ديال كوفيد 19 كما كنعرفوا لي تشالنج لي بريوريتي تو بوسكول et tout change. Donc, بالنسبه les attentes ديال nos futurs, énormément de questions. Comment d'abord les entreprises continuent à exercer et à produire, à développer et à vendre, et surtout à encaisser et alimenter la trésorerie d'Iran. Et puis la question majeure, c'est par rapport au recrutement, par rapport au stage et par rapport à tout ça. La parole est à vous, c'est Khalid. Très bien, merci Sidi. Donc, vous m'entendez bien? Oui, excellent, excellent. Donc, comme je l'ai dit, Khalid, la diffusion est en direct sur le groupe Facebook. Donc, les élèves ils sont en train de suivre sur Facebook maintenant. Marhaba. Écoutez, c'est toujours un plaisir de toute façon de partager avec les jeunes, et à chaque fois que j'ai l'occasion, je ne la rate pas. Et c'est un plaisir de partager non seulement dans son domaine, mais aussi dans d'autres domaines, et de préparer, on va dire, ou contribuer tout modestement à la préparation de nos futurs managers, que sont aujourd'hui les jeunes ingénieurs. Moi, je le dis toujours parce que nous sommes aussi une entreprise qui recrute des ingénieurs, et je leur dis toujours, c'est notre rôle, au-delà de la fonction classique ou de la responsabilité classique de la fonction RH, c'est de préparer les futurs managers de l'entreprise, que ce soit de la nôtre ou d'autres entreprises, parce qu'avec un potentiel d'un ingénieur, quand il est bien encadré, quand il est bien orienté, quand il est bien formé dans l'entreprise et quand il en veut surtout, quand il a cette volonté d'évolution dans l'entreprise, la voie normale, c'est qu'il évolue vers des postes de management dans l'entreprise, et un bon nombre de grandes entreprises aujourd'hui, depuis déjà quelques années, pensent véritablement à leur plan de relève et de succession. On commencerait tous, il y a une certaine génération de managers qui commencent à partir depuis déjà 5-6 ans, surtout ça s'accélère un petit peu le processus, qui commence à partir à la retraite, et donc il y a un renouvellement, on va dire, des équipes de management, et qui devrait être un levier de motivation important pour nos ingénieurs. Bien, donc, j'ai vu innovation RH. C'est vrai que innovation, moi je m'expliquerai principalement sur mon domaine que j'exerce depuis, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis à ma 39e année de la fonction RH, et j'apprends toujours. Je dois vous dire que c'est une fonction qui évolue toujours et dans laquelle on apprend toujours. Donc, je focuserai mon discours sur cette fonction, mais effectivement,
la crise et l'innovation, le terme innovation, je pense qu'on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, même en dehors des innovations en management et en RH, il y a eu quand même plusieurs efforts et plusieurs innovations qui vont d'une simple initiative parfois sociale, citoyenne, jusqu'à quelques innovations et quelques créations de nos ingénieurs marocains. Et nous sommes fiers d'entendre que les gens ont reconverti quelques sites industriels, on a produit des équipements de protection, on a produit des respirateurs, on a produit des moyens de mesure de température, enfin bref, beaucoup d'innovations qui ont poussé les jeunes ingénieurs principalement à réfléchir sur leur contribution et leur apport dans cette crise. Pour ce qui est de la fonction RH, je pense que le débat est depuis quelques semaines, plusieurs rencontres, plusieurs webinaires, etc., parlent du rôle de la fonction RH et de ce qu'elle peut apporter, parce qu'effectivement, je pense que c'est simple, c'est une crise qui touche l'humain et la santé. Et donc, forcément, ce sont les deux volets qui constituent des volets importants et qui se trouvent au cœur de la fonction RH, de la gestion des ressources humaines, qu'il faut prendre en considération et qu'il faut encadrer, en tout cas animer avec les autres managers de l'entreprise, parce que la fonction RH est toujours une fonction partagée. Il faut qu'il y ait un pilote, un animateur, qui a les outils, qui a peut-être l'expérience, l'adaptation, etc. Mais ça se fait toujours avec une équipe de managers. Donc, la fonction n'a jamais été, on va dire, aussi centrale et critique que dans cette période, même si c'est une fonction qui a toujours montré sa capacité d'adaptation, parce que je rappelle que les crises, ce n'est pas la première, on vit toujours des crises. Il y a des entreprises qui vivent des crises financières, des crises commerciales. Il y a eu des crises sociales qui sont très, très violentes parfois, enfin, un conflit social dans une grande entreprise, etc. Et donc, la fonction RH a toujours su s'adapter et apporter les mesures, on va dire, nécessaires pour surmonter et pour jouer son rôle dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'au-delà de l'adaptation, il y a des contraintes beaucoup plus nouvelles d'abord, parce qu'on n'a pas d'expérience. Et en adaptant l'ensemble des mesures, on doit aussi respecter un certain nombre de mesures qui sont nouvelles, qu'on ne connaissait pas, etc. Donc, alors si on part pour faire simple peut-être, de la mission, on va dire, de la fonction RH, quel est son rôle dans une entreprise en fait? C'est tout simple, c'est de mettre à la disposition de l'entreprise les ressources humaines nécessaires, compétentes et engagées pour que l'entreprise puisse réaliser son business dans les meilleures conditions et se développer et tout en veillant au respect des règles et à l'épanouissement de ses salariés aussi. Enfin, c'est ça en gros. Donc, ça va du recrutement à la formation des gens, à leur coaching, à l'organisation du travail, etc., pour que l'entreprise, pour que les directions opérationnelles, ce qu'on appelle généralement les directions opérationnelles, puissent avoir les ressources nécessaires pour travailler et réaliser leur mission. Et cette mission est toujours la même, que ce soit en situation normale ou en situation de crise. Sauf que la particularité en situation de crise, c'est qu'il faut adapter les outils. Adapter l'ensemble des outils. Si on dit par exemple, il faut recruter, on va toujours recruter. Je peux à la limite parler un peu plus en détail du recrutement qui concerne l'ensemble de l'auditoire des ingénieurs, mais l'outil sera différent, la façon de le faire sera différente. Il y a peut-être un report parfois compte tenu des circonstances sanitaires, etc. Mais on peut parler de ça un peu plus en détail. Si on parle de la formation des gens pour développer leurs compétences, dans certaines entreprises, c'est même une activité quotidienne, le maintien des compétences. Dans le nôtre, par exemple, je rappelle que je représente une entreprise qui produit de l'électricité. On est
a pratiquement la moitié de la consommation d'électricité du pays entre les mains d'une entreprise privée, ce qui est très rare dans le monde, mais qui veut dire que c'est une activité stratégique et névralgique pour le pays, et surtout dans une période de crise sanitaire où comme d'autres secteurs comme l'alimentaire, comme la distribution, peut-être d'eau, d'électricité, etc., ce sont des activités qui ne peuvent pas s'arrêter et donc qui nécessitent une adaptation, une organisation particulière pour faire face, même à une situation catastrophique qui se généralise, etc. Et je peux revenir un peu plus en détail sur le plan de continuité d'activité, ce qu'on appelle le PCA, qui est fait généralement dans une entreprise en situation de crise. Donc, pour revenir et pour faire simple, la mission de la fonction RH est toujours la même dans une entreprise, mais elle est amenée à s'adapter aux circonstances et à s'adapter et à changer ses outils, d'où les différents changements, et je pense que c'est ça ce qui est intéressant dans cette période, dans toutes les, on va dire, toutes les étapes où les activités de la fonction RH ont été revues avec un développement, et là on peut utiliser le terme innovation peut-être en matière de digitalisation qui est important parce que, encore une fois, mesures préventives nécessaires, pas de rapprochement entre les gens, pas de contact, etc. Donc, même dans la gestion administrative, toutes les paperasses ont été remplacées par des outils informatiques, donc une digitalisation de communication des documents, etc., qui est importante et qui est imposée par la restriction de contact. Même dans l'aspect quotidien de couverture sociale, on va dire, ou médicale, il y a une adaptation exceptionnelle parce que je rappelle qu'il y a quand même des entreprises qui ont une culture sécurité et santé au travail qui est déjà développée. Et c'est un peu le cas de Taqa Morocco, enfin de l'entreprise que je représente, comme dans d'autres des raffineries, comme dans d'autres entreprises où la politique, on va dire, sanitaire, la politique de sécurité et de santé au travail de manière générale est déjà là, il y a déjà une culture, il y a déjà beaucoup de pratiques, etc. Mais qui devait être quand même réadapté et renforcé, d'abord pour faire face aux exigences sanitaires et mondiales et locales, enfin imposées par le gouvernement du Maroc, mais surtout pour éviter, encore une fois, tout problème qui peut nuire à la santé et à la sécurité des salariés et nuire à l'activité aussi. Donc, ces aspects d'administration et de gestion et de protection sociale ont été renforcés, même dans la protection médicale, même si nous avons une couverture médicale intéressante à travers nos partenaires, la CNIM, etc. Mais on est allé au-delà pour d'autres contrats supplémentaires qui permettent aux gens, par exemple, des consultations à domicile, qui permettent aux gens une cellule d'écoute, parce que c'est une période exceptionnelle, une période de stress. Avec l'organisation du travail, il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'être dans l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en télétravail et tout le monde sait que c'est une période angoissante, on a peur pour soi, pour sa famille, etc. Et donc les gens ont peur d'écoute, ont besoin d'écoute, ont besoin de parler, etc. Donc c'est aussi un aspect qui a été développé particulièrement dans ce travail. Et puis le télétravail lui-même, je pense qu'on va sortir avec cette crise, Inch'Allah, avec un grand point positif qui est celui du télétravail. Je suis dans des forums avec d'autres collègues et on a fait pas mal de surveille, d'enquêtes entre nous, etc. Et tout le monde est pratiquement d'accord sur le fait que l'expérience télétravail est une expérience réussie, même si, encore une fois, avec notre capacité d'adaptation au Maroc, on s'est adapté très vite. Enfin, beaucoup d'entreprises n'étaient même pas équipées. Tout le personnel n'avait pas l'outil informatique qu'il faut, etc. Et donc, il y a eu une activation des équipements, etc. Et puis les services IT ont travaillé également énormément. Et je peux aujourd'hui confirmer, par exemple, pour notre entreprise où 80% du personnel support est en télétravail, que tous les projets avancent normalement. Donc ça, et il fallait le préparer, et il fallait l'accompagner, et il fallait on va dire à la limite, le réglementer en interne, parce que je rappelle que sur le plan de la législation du travail, ce n'est pas un point qui est traité aujourd'hui par le Code du travail marocain.
On ne parle pas encore de comment on doit gérer le télétravail, etc. Donc, c'est une initiative interne de créer ce qu'on a appelé une charte du télétravail. Comment les gens peuvent travailler, les horaires, comment respecter l'équilibre, comment rester en contact avec les managers, etc. etc. Tout ça, c'est des nouveautés et des innovations, enfin, je reviens toujours au terme innovation, qui ont été imposées par cette crise. Et puis l'aspect peut-être également important, c'est celui de la formation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais là aussi c'est une expérience très riche parce qu'elle nous a permis de développer le de limiter à des formations soft skills, à des formations en langue, à des formations bureautiques, etc., avec quelques formations techniques qui sont standardisées. Eh ben, l'expérience aujourd'hui nous a imposé à aller trop vite et à digitaliser même quelques formations qui jusque-là étaient par définition des formations en présentiel. Ça a été aussi permis, on va dire, par l'organisation du travail qui, dans les niveaux de plan de continuité, on est dans le niveau 2, donc j'expliquerai peut-être le détail, mais dans un niveau d'effectif réduit, ça permet à des gens de rester chez eux en alerte, en réserve, on va dire, et donc on a utilisé ce temps de réserve des gens pour activer les formations, et beaucoup de formations qui sont obligatoires, parce qu'on est dans un secteur où, par exemple, pour toucher une machine X, les ingénieurs doivent comprendre qu'il y a des habilitations spécifiques pour un certain nombre de manipulation et de machines, et toutes ces formations se faisaient jusque-là en présentiel, alors qu'avec cette expérience, on a accéléré le processus et les gens ont travaillé des jours et des nuits, enfin des week-ends, etc., pour préparer rapidement ces modules, et c'est quelque chose qui aujourd'hui se passe très bien. Et enfin, un des aspects de l'activité de la fonction RH qui ont dû s'adapter à cette situation, c'est le recrutement. Évidemment, pour être honnête, les recrutements en ont fait, mais il y a beaucoup de recrutements qui ont été reportés, non pas par annulation de besoins, mais parce que les mesures sanitaires ne permettaient pas, enfin parmi toutes les consignes d'ailleurs, toute personne étrangère à partir d'une certaine date dans la communication ne pouvait pas accéder à l'entreprise. Donc, du coup, on a arrêté les stagiaires, parce que nous sommes encore une fois dans un site stratégique et névralgique qui est très sécurisé et on ne pouvait pas prendre les risques avant la généralisation des tests, ce qui a commencé d'ailleurs maintenant pour pouvoir tester tous ceux qui rentrent. Donc, on a réduit au maximum les effectifs et on a même, dans l'organisation du travail, même à l'intérieur de l'usine, ce qu'on appelle la centrale thermique, les accès ne sont plus plutôt possible pour tout le monde dans toutes les zones. Donc, il y a eu même un travail de zoning extrêmement affiné pour éviter au maximum tous les contacts, les contaminations, etc. Bon, alhamdoulilah, jusqu'à présent, on a fait des tests, etc. C'est négatif, ça se passe bien. Mais je veux dire, dans notre plan d'action, il y a eu plusieurs préparations. Brièvement, un plan de continuité d'activité, c'est un niveau maintenant 1. On dit c'est l'activité normale avec toutes les mesures barrières, les mesures nécessaires. Un niveau 2, et c'est là où on est aujourd'hui, c'est un effectif réduit au maximum. C'est-à-dire il faut qu'on assure la production d'électricité, ça on n'a pas le choix, mais il y a par exemple une réduction d'effectifs de maintenance, il y a de la maintenance qui peut être reportée, il y a des choses qui peuvent être faites à distance ou dans des endroits différents au sein même de la centrale, etc. etc. Donc c'est ce qu'on a appelé un niveau 2 avec effectif réduit. Et on a même préparé un niveau 3 qui est un niveau de confinement total de l'effectif indispensable à la production au sein de la centrale. Alhamdoulilah, on n'est pas arrivé, on n'arrivera, j'espère pas, à ce niveau-là, parce que c'est le scénario qu'on était obligé d'imaginer aussi, un scénario catastrophique d'épidémie au sein de la ville, etc. Et où à ce moment-là, il fallait confiner un certain nombre de personnes clés, de postes clés pour la production d'électricité au sein même de la centrale. Et on a tout préparé. La base de vie est préparée, enfin tout ce qu'il faut au niveau logistique, etc., avec les équipes de base et les équipes remplaçantes. Enfin, tout a été fait pour dire que dans l'organisation d'une entreprise face à une crise pareille, c'est extrêmement important d'avoir ces mesures
et cette planification. Donc, je reviens au recrutement. Donc, on a limité au maximum et reporté, mais on a continué. Et à ce moment-là, la digitalisation a aussi servi. Donc, on fait toujours les entretiens aujourd'hui à distance. On est même en train de tester, enfin, on a testé une fois une sorte de filtre, parce que quand on arrive avec des candidats qui doivent voir des directeurs ou des chefs de département de production, il y a, tout le monde est d'accord que sur 10 candidats, on a parfois 4 ou 5 qui répondent parfaitement au profil dans un premier filtre, et que le CV n'est pas toujours le seul indicateur sur le profil de la personne. Donc, on a essayé de faire un filtre par une présentation des candidats en vidéo. Et donc, en plus de l'entretien qui sera fait à distance, le candidat présente son CV, son parcours, son expérience, etc. en vidéo qu'il envoie aussi à la personne en charge du recrutement pour essayer de gagner du temps jusqu'à, Inch'Allah, juste le déconfinement pour qu'on puisse accélérer le processus parce que les besoins sont toujours là et je rassure les ingénieurs, dans des activités comme la nôtre, il n'y a pas de réduction d'effectifs, il n'y a pas de restructuration, il n'y a pas de… L'expérience, on va dire, peut-être au niveau de l'organisation du travail nous a montré qu'il y a beaucoup de synergie à faire. Il y a beaucoup quand on a réduit l'effectif et qu'on reste sur une efficacité et une disponibilité, mais c'est des synergies qui sont positives et qui peuvent être utilisées pour d'autres travaux et notamment pour la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on réduit une équipe et qu'on met une équipe en réserve, on peut profiter du temps d'attente, on va dire, d'affectation de ces personnes pour pouvoir faire de la formation. Voilà donc les aspects principaux, on va dire, RH qui ont dû s'adapter à la fonction. Il reste celui qui est primordial et dans lequel on fait appel aussi aux autres entités, qui est celui de la communication. Dans une entreprise, en période de crise et surtout dans cette crise, il y a de la surcommunication, il y a beaucoup de fake news, etc. Donc l'entreprise se devait d'avoir une communication régulière et fluide. Une communication claire, d'abord sur tous les aspects de la maladie, sur les mesures préventives, régulièrement. Et depuis, je me rappelle, les premiers messages partaient dès fin janvier, enfin dès que le virus est apparu en Asie. On a régulièrement informé les gens sur l'évolution du virus, après en Europe, etc. Mais on a intégré surtout ce qui nous intéresse, toutes les mesures préventives, les mesures barrières, les conseils aux gens, comment faire chez eux, à domicile, etc. etc. On a aussi les flashs quotidiens, aujourd'hui, qui partent en donnant la situation quotidienne au Maroc, mais à chaque fois en intégrant des conseils supplémentaires, en conseillant par exemple des modules nouveaux qu'on intègre à la plateforme e-learning, parce qu'on a introduit pas mal de formations. Même pour les managers, ce n'était pas évident, et c'est un aspect important aussi. Les managers intermédiaires, le management intermédiaire n'était pas habitué à gérer à distance. Et donc, on a aussi fait beaucoup de capsules rapides, enfin de messages et même de modules de télétravail pour les gens, mais aussi de management et de gestion par les managers de leur équipe à distance. Et puis, on a fait tout ce qui est… On a fait des vidéos de témoignages, par exemple, des gens qui sont chez eux et qui témoignent, qui envoient des messages à leurs collègues qui sont à la centrale, qui sont vraiment dans un rôle on va dire, de responsabilité nationale, puisque c'est un service public, et les gens qui courent un risque et qui sont dans des circonstances avec toutes les mesures de protection, bien sûr, et de sécurité, mais c'est quand même des gens qui sont dans des situations à risque importantes et des messages toujours de communication et de motivation et d'engagement sont importants. Voilà en gros l'essentiel, on va dire, de l'adaptation des différents outils RH à cette crise. Évidemment, si vous avez des questions, d'autres points que vous souhaitez développer, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Cheikh Khalid. Très clair, très encourageant. J'ai apprécié aussi l'enthousiasme avec lequel vous avez présenté la gestion, le management d'une situation de crise qui n'est pas très évidente. J'ai retenu que des mots d'ordre sont l'adaptabilité, l'innovation
Et puis, quelque chose que nos jeunes futurs lauréats doivent aussi retenir, c'est qu'aujourd'hui, on passe des entretiens online. Et donc, des outils comme Zoom et autres, ce n'est pas des outils inutiles. Peu à peu, c'est quelque chose qui va devenir la normale des entreprises. J'ai la certitude que pas mal d'entreprises vont adopter ce travail à domicile comme étant une pratique normale des entreprises. D'ailleurs, à en juger par les rapports, c'est quelque chose qui a été efficace et qui a démontré que nous, Marocains, cadres ou pas cadres, nous avons cette capacité de s'adapter. Et je pense, ça aussi, vous pouvez me le dire en tant que votre qualité d'ex-président de l'AGF et des associations de ressources humaines, que nous avons gagné du temps, gagné énormément de mois, sinon des années, sur cette matière de digitalisation. Absolument, absolument. Ça c'est clair. Et moi, je veux dire, l'utilisation de la digitalisation dans le recrutement est quelque chose qui, pour nous en tout cas, qui est important d'abord pour faire des filtres et gagner du temps, mais aussi pour éviter les contraintes d'accès à la centrale. Quand il y a une centrale thermique, par exemple, même l'accès est compliqué, est très sécurisé. Donc, quand on veut recevoir un candidat, c'est toujours, il faut 24 ou 48 heures à l'avance qu'on ait les données, qu'on fasse une enquête, qu'il y ait des mesures de sécurité, etc. Donc, dans le premier filtre, notre conclusion aujourd'hui, c'est que même, Inch'Allah, après la crise, etc., ces premiers filtres, on les fera de cette manière parce que c'est aussi efficace. Hein. Maintenant, là, c'est comme si on était en réunion dans une salle. Aujourd'hui, les moyens technologiques permettent d'avancer et donc, puisqu'on fait des réunions, les comités, les directoires, enfin, tout se fait de cette façon, de manière efficace, il n'y a pas de raison pour que au moins les premiers, parce que le face-à-face reste important quand même pour engager quelqu'un dans l'entreprise, mais toutes les premières phases peuvent être faites de manière assez efficace à distance. Parfait. Là, je vais poser des questions à la place de nos étudiants. Je vais mettre un petit peu la casquette. Nous savons tous que certains projets de fin d'études ont été arrêtés d'une manière prématurée et ne permettant pas à nos futurs lauréats de terminer dans les meilleures conditions leurs travaux de pratique dans les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose, de ton point de vue, je sais qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui d'officiel, est-ce qu'on peut prévoir, par exemple, même après la soutenance, de reprendre ces étudiants pour compléter la partie pratique? Parce qu'il se peut que maintenant, on va dire que les gens décident de faire des soutenances, même avec des travaux qui ne sont pas complètes. Ou vous pensez qu'il faut impérativement que ces gens puissent terminer leurs travaux du PFE avant de passer la soutenance? Ça dépendra bien sûr des cas, mais je pense que c'est toujours important quand même d'arriver à une soutenance avec une vision pratique. Ça dépendra des sujets aussi peut-être. Nous avons, hier, je me rappelle, j'en ai accordé un stage à distance, enfin, à quelqu'un qui ferait en télétravail une étude, mais qui était possible à partir de certaines données avec son encadreur, etc. Il recevait les informations et il faisait son étude et sa modélisation, etc. Là, c'est possible. Mais si le sujet nécessite vraiment la présence devant la machine, ça me semble plus compliqué. Et donc, il faut voir selon le sujet, en tout cas, nous sommes, comme d'autres entreprises, enfin, je sais qu'il y a d'autres collègues qui le font aussi, disposés bien sûr à aider dans cette démarche et à faire en sorte à ce que les gens puissent terminer leur cursus. Et c'est notre rôle aussi en tant qu'entreprise qui respecte la responsabilité sociale et qui veut contribuer à cela. Mais il faut que ça soit dans l'efficacité. Il ne faut pas que ça soit fait sans qu'il y ait un travail complet et efficace quand le sujet technique nécessite absolument une présence. Combien d'ingénieurs travaillent pour l'entreprise TAQA? Alors, nous sommes, TAQA parfois se voit comme étant une grosse boîte, mais nous sommes une petite équipe. En fait, nous sommes en effectif global, nous sommes aujourd'hui à 460, 470, et on doit être à une soixantaine d'ingénieurs aujourd'hui. D'accord. Donc là aussi, je pense que nos futurs lauréats ont été heureux d'entendre que les missions de recrutement ont été retardées pour après la crise.
Donc, ça va coïncider certainement avec leur sortie de l'école. Il y a toujours des besoins, bien sûr, qui sont… Et j'ai la Tata cherche ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et là, vous avez l'occasion aussi d'être présenté à la crème des ingénieurs sur le plan national. Donc, vous avez aujourd'hui un marché où vous pouvez trouver vos perles rares. Avec plaisir, oui, bien sûr. Et il y aura aussi énormément de besoins en termes de stage, donc on ne manquera pas de revenir vers vous. J'ai reçu une question d'un futur lauréat. Oui. Déjà, vous êtes source d'inspiration. Donc, il me pose la question, et à vous indirectement, combien d'années d'expérience doit-on avoir pour aspirer à une fonction de directeur des ressources humaines tout en étant ingénieur à la base? Je crois qu'il n'y a pas de réponse automatique. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui sont ingénieurs, qui ont une formation d'ingénieur à la base, mais qui ont évolué dans la fonction RH. C'est une fonction universelle, hein, c'est qu'on peut réaliser dans n'importe quelle entreprise, mais c'est une fonction qui, on va dire, qui au-delà de la formation, nécessite un amour, on va dire, c'est le terme, je crois, un amour de cette fonction et du contact et du social, mais surtout beaucoup d'apprentissage et de formation. Je vous dis, avec ma formation en troisième cycle en RH et beaucoup de formations au Maroc à l'étranger, mais j'apprends toujours. J'ai eu effectivement l'opportunité de gérer la fonction dans de grandes entreprises et de faire aussi une expatriation en gérant un peu les ressources humaines à l'international. Ce qui était important, j'avais 27 pays et donc l'expérience aussi des différentes cultures dans plusieurs pays est extrêmement importante à mon avis pour ce métier. Et donc, parce que, encore une fois, je suis parti de ce terme, c'est un terme d'adaptation. Je respecte beaucoup, j'adore les financiers, mais bon, un financier, il a un modèle, il l'applique. Quand on est dans la RH, il faut un esprit d'adaptation très important, s'adapter à la structure, s'adapter aux ressources humaines qu'on a, à réaliser sa mission qui essaie de développer les gens et de les engager. Je pense que c'est important. Donc, le profil le plus adéquat, c'est quelqu'un qui a évidemment une formation universitaire de base pour avoir un potentiel pour pouvoir suivre d'autres formations, mais c'est quelqu'un qui est constamment à la recherche de nouveautés et qui a une capacité d'adaptation et une grande qualité d'empathie aussi, ce qui est tout à fait normal parce qu'on gère des gens, il faut toujours se mettre à la place des gens pour pouvoir leur apporter ce qu'il faut. Et pour pouvoir, je le dis toujours, c'est une fonction qui se customise de plus en plus, elle se personnalise. On n'a plus aujourd'hui une application d'un outil RH à faire à tout le monde, comme on a fait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, vous savez, quand on fait une étude d'engagement, par exemple, quand on voit quels sont les leviers qui engagent les gens, ce n'est plus la même pratique. On ne fait pas la même politique de rémunération pour tout le monde, on ne fait pas la même politique de motivation pour tout le monde. Il faut absolument répondre aux souhaits de toutes les catégories et de toutes les fonctions. C'est ça un peu la difficulté. Et donc, même les besoins d'engagement, de motivation et d'intérêt des gens, la fonction RH doit pouvoir répondre à la limite individuellement, mais je veux dire customiser selon les besoins. Parce que je ne vais pas gérer quelqu'un qui est à 5 ans de la retraite comme je gère un jeune qui commence sa carrière en termes de motivation, etc., de formation, de plan de retraite, de plan de rétention, de plusieurs outils. Donc, c'est ça un peu je ne sais pas si je réponds, c'est peut-être un peu général parce que c'est compliqué, mais il y a des DRH, il y a aussi des DRH de nom ou de titre, mais ça dépend des pratiques dans l'entreprise. C'est aussi important. Ce qui est important, quel que soit le titre, c'est d'arriver à avoir des pratiques qui répondent aux besoins de l'entreprise et non pas seulement avoir le titre de DRH pour faire de l'administration du personnel, on va dire,
tout simplement, tout court, qui est importante, hein, qui est une fonction importante de l'entreprise, mais qui n'est pas suffisante pour assurer l'épanouissement des gens, leur développement et leur gestion de talent. Donc, vous avez parlé que ce n'est pas la même manière de gérer un senior comme un junior qui vient de sortir de l'école. La prochaine question que je viens de recevoir, c'était vraiment est-ce que TAQA a pour pratique de recruter des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a fait une expérience sur 2 promotions de ce qu'on a appelé les graduates qui sont sortis de l'école, hein, l'école Mohamedia, d'autres écoles de Supélec, je pense, des gens qui répondaient au profil et qui sortaient de l'école en faisant un plan de développement et de formation. C'est une expérience réussie, mais je veux dire qu'on va coupler. On a décidé de la coupler avec aussi une autre pratique de prendre des gens avec un peu d'expérience. Et je m'explique. Le potentiel est là et les gens, la majorité des gens sont là, ils sont en train d'évoluer, de se développer, c'est extrêmement intéressant. Et certains ont eu des offres, et je sais qu'ils ont eu des offres beaucoup plus intéressantes ailleurs, mais compte tenu de ce qu'ils avaient comme apprentissage et comme encadrement, ils ont préféré rester dans l'entreprise. Et c'est des gens intelligents qui ont fait le choix de ne pas voir qu'une offre immédiate. Mais en parallèle, on s'est rendu compte qu'on a aussi besoin, peut-être parce que nos besoins au plan de relais sont importants, comme j'ai dit tout à l'heure, une génération qui est en train de changer, on est obligé de renforcer l'encadrement intermédiaire. Donc, on gardera cette expérience, mais on va quand même la coupler et on est en train de recruter aussi des gens entre 3 et 5 ans d'expérience qui peuvent s'adapter plus aux contraintes du métier, parce que ça dépend du métier aussi. Hein. Nous sommes une entreprise de production d'électricité. Bon, les ingénieurs doivent le savoir, en termes de métier, c'est simple, mais les conditions, l'environnement est parfois difficile pour les jeunes. Aller vers le Jorf, même l'emplacement géographique est un peu compliqué. Les horaires de travail, quand on travaille en 3 shifts, un ingénieur peut être appelé à 2h, 3h du matin. On dirait une responsabilité, il faut qu'il soit à son poste. C'est des contraintes supplémentaires qui parfois découragent certains jeunes. Et l'expérience a montré que ceux qui avaient un peu plus d'expérience et qui venaient pour gérer complètement une carrière réussissaient plus. Mais bon, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on renonce à ça, mais c'est une expérience qu'on va tout simplement compléter par des ingénieurs avec un peu plus d'expérience. Merci beaucoup. Là, une autre, c'est pas une question, plutôt un conseil. Si oui. Je dois poser la question sur les 3 caractères et les 3 compétences nécessaires pour un ingénieur pour aspirer rejoindre votre entreprise. Ben, évidemment, on a des dans le choix, ce qui nous intéresse le plus, c'est le potentiel de la personne et comment elle peut évoluer. Donc, c'est une compétence, mais c'est aussi quelque chose qui se mesure aujourd'hui, quel est le niveau de compétence. Mais ce qui nous intéresse, c'est un petit peu la volonté de la personne d'évoluer dans ce domaine. Il y a des tests et il y a des moyens aujourd'hui, entre guillemets, faciles pour identifier celui qui veut venir faire carrière et celui qui veut venir faire un passage et après évoluer ailleurs. Et pour nous, le plus important, c'est de voir des gens qui viennent parce qu'ils veulent faire carrière dans l'entreprise, ils ont le potentiel qu'il faut, ils ont les compétences qu'il faut, ils ont quand même un minimum de soft skills. Moi, je conseille toujours aux ingénieurs de travailler un petit peu sur leurs soft skills. On a eu des cas brillants, mais qui n'avaient pas suffisamment d'éléments en matière de soft skills, comment supporter un stress, comment travailler en équipe, etc. Est-ce que c'est une lacune dans les programmes d'éducation des écoles, etc., ou quelque chose qu'il faut encore développer? Mais je pense que ça c'est un élément important.
Et puis l'élément qui parfois, et je le dis aussi aux ingénieurs dans les forums, etc., c'est les langues. Il faut absolument développer les langues parce que, et surtout aujourd'hui la langue anglaise, parce que toute la documentation est en anglais, mais aussi aujourd'hui beaucoup de réunions, tout le reporting, etc., se fait en anglais. Et le fait de maîtriser l'anglais permet aux gens d'évoluer. Ce n'est pas une contrainte. Hein. Quand on a un bon potentiel, on le prend et on le forme, etc. Mais ça prend un peu plus de temps. Alors, quand les gens, en parallèle de leurs études, ont fait un effort pour avoir un niveau d'anglais qui est bon dès le départ, ça leur permet une évolution plus rapide. Merci beaucoup. Donc, c'est encore une fois très encourageant. Et là, nous comptons énormément sur vous pour, dans le futur, assister nos futurs ingénieurs, Inch'Allah, que ce soit à travers des stages ou à travers des séances de communication. S'il y a un conseil à donner à nos futurs lauréats, quel serait ce conseil? Restez optimiste. Il faut rester vraiment optimiste et s'accrocher. Voilà. Le pays a besoin d'ingénieurs. Les grandes entreprises ont besoin d'ingénieurs. Il y a des périodes peut-être un peu compliquées où il y a des circonstances qui sont compliquées, mais il faut être persévérant et optimiste et continuer d'apprendre. Je pense que c'est vraiment la clé. Ne pas se dire qu'avec mon diplôme d'ingénieur, ça y est, je suis arrivé. Même avec 20 ou 25 ans d'expérience, on a toujours des choses à apprendre. Donc, il faut enrichir davantage. Moi, je dis même, enfin, même le conseil que je donne même à des amis ou même à mes enfants, enfin, avec un même diplôme, celui qui arrivera est celui qui a plus de bagages au-delà du diplôme, d'expérience et de bagages dans la vie. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes ont la chance d'avoir quand même des outils technologiques qui leur permettent d'être constamment en apprentissage. Il y a des MOOC, il y a des modules en e-learning qui sont extrêmement intéressants. Donc, même en dehors de leur domaine spécifique d'activité, un ingénieur en électrique ou en mécanique, etc., peut aussi s'intéresser à d'autres sujets pour apprendre le management, pour apprendre dans la gestion de projet de manière générale, pour apprendre, comme j'ai dit, les langues, etc. Donc, ne jamais s'arrêter d'apprendre et rester positif. Mais en tout cas, le pays a besoin, enfin, l'avenir du pays dépend du nombre de ses ingénieurs. Et je pense que des crises comme celle que nous vivons, que j'espère va partir rapidement, laissent beaucoup de leçons. Il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait de l'innovation. Et tous les pays vont essayer de chercher dans l'avenir à avoir leur autonomie et avoir leur propre centre de recherche pour développer des choses qui les protègent. Même si on parle de mondialisation et qui va être toujours là, mais le pays a besoin de ses ingénieurs et il faut qu'il soit optimiste. Il faut qu'il aide aussi une responsabilité. Quand le pays forme un ingénieur, il faut qu'il y ait un retour aussi et que l'ingénieur puisse aider son pays aussi à se développer. C'est Khalid, en dernier lieu, je fais appel à ton expérience africaine. Vous gérez aussi une filiale en Afrique. Est-ce que vous pensez que l'ingénieur marocain a une place dans les entreprises africaines? Oui, on a fait des expériences. Moi, j'ai géré beaucoup de pays africains avant. Quand j'étais en Angleterre, j'avais 7 pays africains. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui travaillaient dans ces pays africains. Aujourd'hui, quand je vois par exemple les besoins au niveau du Ghana ou d'autres pays qu'on est en train de, comme nous sommes cotés en bourse, on ne peut pas encore annoncer nos projets de développement, mais nous sommes sur des projets dans d'autres pays et le besoin est énorme. Il y a le besoin aujourd'hui d'ingénieurs qui renforcent. On a fait l'expérience par des short-term assignments, des affectations de courte durée qui ont été très positifs. Mais le besoin est là, effectivement. Mais encore une fois, on revient toujours, la différence entre les ingénieurs se faisait par la maîtrise de la langue. Pour des gens aujourd'hui, la plupart des pays anglophones, en tout cas, ont besoin de, quand vous allez rentrer dans une centrale
thermique dans un pays africain, surtout anglophone. Et les gros investissements et les projets aujourd'hui vont dans ce sens. Donc, oui, la réponse est oui, il y a de la place. Bien sûr, les gens ont leur place. Il y a même j'ai vu des Français, enfin des Européens, qui postulaient à des postes en Afrique. Et donc, il n'y a pas de raison que les Marocains qui peuvent s'adapter beaucoup plus sur le plan culturel ne puissent pas trouver leur place. Merci beaucoup, c'est Khalid. Moi, j'ai apprécié surtout l'enthousiasme et votre engagement aussi vis-à-vis de notre jeunesse. Merci beaucoup. C'est un devoir et c'est un plaisir. De toute façon, je te souhaite ainsi qu'à nos futurs lauréats, Wachar Mbrouka وعيد مبارك سعيد وشكرا جزيلا على الوقت ديالكم. C'est un plaisir, Sidi. Bonne continuation وعيد مبارك سعيد للجميع. وأنتم كذلك. الله يخليك. باي باي. Au revoir.